Alors je crois que c'est une conjonction de facteurs. Il y a d'une part, je me suis intéressé à ces questions au moment où l'entrepreneuriat se développait beaucoup dans notre pays. Il y avait des besoins, notamment des besoins de financement pour certains créateurs. C'était une question assez compliquée parce qu'on se disait, mais aux États-Unis, il y a des financements spontanés par l'environnement des créateurs et chez nous, la culture n'est pas celle-là. Et par hasard, j'ai découvert au Royaume-Uni qu'il y avait des réseaux pour initier le public à l'activité d'investissement personnel, d'activité de business angels. Donc les business angels, comme vous savez, c'est plutôt des investisseurs assez fortunés, qui ont des réseaux, qui ont une pratique de l'entreprise assez éprouvée. Et donc ayant découvert ces réseaux, j'ai pensé que c'était une solution praticable chez nous. Alors on m'a dit, mais les Français n'aiment pas le risque, les Français n'aiment pas l'entreprise, ça ne marchera jamais, etc. Et alors que j'étais fonctionnaire, sans patrimoine, sans connaissance de l'entreprise, j'ai entraîné en quelques mois les personnes nécessaires pour une première expérimentation sans aucune difficulté. Ça veut dire que le moment était vraiment le bon moment. Et donc, c'est assez magique parce qu'en fait, en faisant une proposition de dispositif, on arrive finalement à influencer son environnement et à développer une ressource. Et petit à petit, j'ai créé plusieurs autres réseaux, puis 2-3 ans après, France Angels, la fédération nationale. Et maintenant, on est un des pays au monde qui a le plus de réseaux de business angels. Donc voilà, c'est une belle histoire, c'est plus d'1 milliard d'euros mobilisés, etc. Et quelques années après, on a vu arriver dans les réseaux des gens qui n'étaient pas des business angels classiques, des gens qui avaient des petits moyens, mais qui voulaient aussi investir directement dans les entreprises. C'est-à-dire il y a une aspiration contemporaine à l'engagement financier, dans d'autres domaines que la finance, j'y viendrai ensuite, je pense, mais en tout cas, ça se matérialise vraiment dans le domaine financier. Et donc, on a créé un groupe pour améliorer les conditions d'investissement pour les petits investisseurs. Et puis, à ce même moment, sont apparues les plateformes de financement participatif, de crowdfunding. Ça veut dire que la ressource technique, l'innovation, rencontrait vraiment l'aspiration, la transformation des attentes, etc. Et donc, voilà, moi, je me suis intéressé à ça parce que c'était un problème un peu compliqué, parce que ça m'excitait d'aller dans ces univers que je ne connaissais pas. Et puis aussi, je pense, parce que j'ai un petit côté libertaire qui vient peut-être d'une pédagogie Freinet que j'ai côtoyée dans mes jeunes années, qui m'a beaucoup marqué. Et donc, tout ce qui peut permettre d'élargir les marges de manœuvre des personnes, ça me paraît quelque chose d'extrêmement important pour les personnes elles-mêmes et pour le bien commun, pour la réussite d'un certain nombre de projets. Alors moi, je ne dirais pas l'engagement citoyen, parce que quand on parle d'engagement citoyen, on prédétermine d'une certaine façon les choix des personnes, l'environnement, enfin le cadre dans lequel ils vont s'engager. Moi, j'aime bien cette idée selon laquelle les personnes ont des marges de manœuvre supplémentaires et on ne prédétermine pas citoyenneté, business, etc. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il y a une aspiration, comme je disais, à l'engagement, au circuit court, au sens, à la proximité, toutes ces choses-là. Et donc, cette aspiration, elle trouve des objets extrêmement différents. Ça peut être effectivement du business. Il y a très souvent quelque chose, comme on dit, d'aspirationnel, c'est-à-dire du sens, mais le sens peut être très divers. Et donc, moi, je dirais qu'il y a cet engagement personnel, mais je ne le caractériserai pas pour ne pas le limiter et pour ne pas préempter en quelque sorte le désir de l'individu qui est déterminant. C'est-à-dire que c'est aux personnes de choisir dans quelle catégorie, dans quel domaine, dans quel sens ils veulent mettre leur énergie, leurs moyens, leur argent, etc. Et donc, cette volonté d'affirmation individuelle, elle produit des effets très divers. Il y a le porteur de projet, il y a ceux qui vont s'associer à lui. Et donc, ça contribue à transformer le paysage territorial, à transformer l'équation. Elles sont à la hauteur, mais elles ne donnent pas encore ces solutions participatives toute leur pleine mesure. Mais quand on observe sur certains territoires des leaders qui jouent ce jeu de la responsabilisation, etc., on a des résultats remarquables. Medellín, comme on sait, il y a 25 ans, c'était la capitale du crime. Alors l'armée avait mis de l'ordre, certes, ça a facilité les choses, mais est arrivé un maire,
Sergio Fajardo, avec une vision fortement marquée de culture, d'éducation, de participation, etc. Et ses successeurs ont poursuivi son action, même s'ils n'étaient pas exactement du même bord, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu une continuité. Et maintenant, Medellín, on en parle comme la cité de la créativité, de l'innovation, etc. Et Medellín, c'est 2,5 millions d'habitants. Donc il y a quand même une force de ces transformations présentes qui peut être tout à fait réelle. On a des exemples aussi par rapport à des zones en difficulté en France. On connaît Los Anguel dans le nord ou Figeac, qui sont des territoires aussi où des leaders inspirés ont pu mobiliser la population, transformer les choses et créer de l'activité et créer de l'accomplissement personnel aussi. Donc je pense que les leviers sont puissants. En même temps, on est au démarrage. Moi, j'insiste beaucoup sur 2 domaines participatifs. Le domaine politique, où effectivement on s'aperçoit que le modèle représentatif ne suffit plus à satisfaire les aspirations démocratiques. On a besoin d'engagement personnel et de pas seulement mettre un bulletin dans l'urne de temps en temps. Donc ça, on pressent toute la force de ce mouvement-là, mais on ne peut pas dire qu'il soit déjà installé dans la société. Le participatif financier, on a déjà plusieurs millions de Français qui ont participé, on a des chiffres qui augmentent très fortement de 50 à 60% l'an pour les montants levés, mais ça reste petit par rapport au marché financier en général. Il n'empêche que c'est extrêmement dynamique, extrêmement prometteur et extrêmement bien perçu par les habitants qui y participent. Donc il y a une force tout à fait... je pense que la promesse est vraiment très, très forte. Bon, là, on est un petit peu dans la spéculation parce que moi, je pense que les leaders sont quand même très souvent des gens qui sont assez faciles à identifier dans des territoires qui se sont transformés. On s'aperçoit qu'il y a une responsabilité du leader qui est tout à fait grande, mais le leader est d'autant plus grand qu'il s'appuie sur des dynamiques authentiques, ascendantes, etc. Donc moi je verrais bien une équation, enfin une combinaison entre plus de marge de manœuvre, plus de participation, plus d'accomplissement personnel pour tous. Et puis, effectivement, il y a aussi des personnes qui sortent du commun pour des raisons très diverses, qui ne sont sans doute pas très programmables, si je puis dire, et qui jouent un rôle tout à fait important. En tout cas, moi je vois une combinaison entre les individus plus engagés, plus forts et plus responsables, etc., et les territoires. Après, dans les territoires, il peut y avoir des leaders plus ou moins, mais en tout cas, c'est souvent un facteur intéressant, surtout dans des phases d'émergence de nouveaux modèles, que d'avoir des leaders inspirés et obstinés. Là aussi, on est pour l'instant en phase vraiment de test et Alors, la gouvernance, il y a d'une part l'aspect concertation que j'ai déjà évoqué un peu, donc associer les habitants et effectivement associer la société civile, les acteurs économiques, etc. On sait bien qu'il y a des tas de difficultés sociales, environnementales, etc. que l'institution seule ne sait pas traiter, ne peut pas ou ne sait pas. On a parlé il y a quelque temps du stage de troisième. Le stage de troisième, c'est une étape très importante pour les jeunes et une étape décisive pour ceux qui n'ont pas de capital relationnel. Le collège seul, s'il n'est pas ouvert sur l'extérieur, ne peut pas offrir des stages de qualité aux jeunes. Il faut qu'ils soient reliés aux entreprises, aux administrations, aux associations, à tout l'écosystème. Donc, quelle que soit la qualité du collège et des enseignants, ça ne marche, le traitement de cette question de capital social, de capital relationnel, que si on a une communauté éducative autour du collège. D'ailleurs, pour préciser juste sur ce point du stage de troisième, le président a annoncé un objectif de 30 000 stages. J'espère qu'on ne va pas s'arrêter à cet objectif, parce qu'il y a dans une génération, il y a 800 000 jeunes. Il y en a 40% environ qui n'ont pas un capital social très étoffé. Donc ces 40%-là, il faut absolument que la République leur offre une solution de qualité. Sinon, ce n'est pas la peine de faire des stages de troisième. Pour l'instant,
le système en place d'appui à l'orientation, et c'est une étape importante, a plutôt tendance, d'après les études, à accroître les inégalités sociales. Donc c'est quand même assez préoccupant. Là, on a une occasion de traiter cette question du capital social, il faut la saisir. Donc on ne peut la saisir que si on a un projet très ambitieux, non pas 30 000, mais 300 000 au moins, pour avoir les 40% de toute la génération. Et puis, effectivement, une co-construction territoriale. Alors il y a déjà des territoires qui ont commencé de co-construire sur des tas de sujets. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de modèle ou de réalisation absolument pertinente. Il faut bien sûr que le public soit associé. Alors il y a là le rapport Nota Senard là, qui est sorti il y a quelques mois sur la responsabilité des entreprises, etc., les entreprises à mission. Je pense, c'est incontestable, les entreprises ont une responsabilité sur leur territoire, sur les questions sociales, sur les questions environnementales. Et donc il faut que l'institution ne présume pas qu'elle a le monopole de ce pilotage des questions d'intérêt général. Sur un certain nombre de questions, ce n'est pas vrai. Je viens de terminer, c'est une coïncidence, La fin du village de Jean-Pierre Le Goff. Alors Jean-Pierre Le Goff, ce n'est pas un géographe, c'est un sociologue, je ne sais quoi. Enfin, il habite de temps en temps, enfin une partie de l'année, depuis quelques dizaines d'années, dans un village de Provence. Et il décrit dans cet ouvrage la fin de la communauté villageoise, c'est-à-dire le fait que cette communauté elle est de plus en plus éclatée. Elle perd non seulement, enfin elle est très diverse sociologiquement, mais ça a toujours été un peu le cas. C'est peut-être accru avec effectivement la mondialisation et l'attrait de cette région provençale en termes de tourisme, de qualité de vie. Mais aussi il y a un problème de fracture culturelle. Enfin, c'est ce qu'on évoque quand on parle de clivage actuellement. Même le village n'est plus une communauté naturellement reliée sur le plan social, mais aussi culturel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on voit que le territoire, avec cette démonstration qui est quelquefois un peu rude, on voit que le territoire, c'est quelque chose qu'il faut prendre en charge. Et il faut prendre en charge évidemment l'accomplissement des personnes. On le disait tout à l'heure, l'école ou l'orientation y réussit de moins en moins, mais il faut prendre en compte aussi le territoire et développer le lien, l'engagement, l'esprit de projet, toutes ces questions. Et donc le participatif par rapport à tout ça, qu'il soit financier, politique ou autre, c'est vraiment une clé, je pense, tout à fait pertinente. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une nécessité de simplification administrative. J'ai beaucoup travaillé sur les questions métropolitaines. Il y a un millefeuille incroyable. Les gens sont perdus par rapport à ça. Et déjà, il faut clarifier les choses et responsabiliser. Et c'est sûr que les collectivités peinent, les collectivités locales, parce qu'elles n'ont plus la maîtrise de l'ensemble de leur financement. Ce n'est pas simplement le fait que l'État réduise les dotations, c'est le fait qu'il réduise l'autonomie, la capacité de décision de ces territoires. Si on n'a pas de capacité de décision des territoires, c'est très difficile de se mobiliser. Enfin, voilà. Donc je pense qu'il faut réenchanter de plusieurs manières. Il faut clarifier le système institutionnel, il faut utiliser toutes les forces du participatif, comme je le disais tout à l'heure. Et à partir de là, il n'y a pas de territoire condamné. Jean-François Caron, maire de Los Angeles, jusqu'à peu, était parti faire un exposé en Gironde. Il a dit « Mais vous avez trop de facilité, trop de bonheur, vous n'arriverez jamais à faire un projet de développement durable comme nous, on a pu le faire à Los Angeles. » C'est-à-dire que les difficultés, ce sont finalement aussi des occasions de repartir. Mais pour ça, il faut que les territoires travaillent sur ces questions de culture, d'identité, de lien au patrimoine, de lien social, etc. Sinon, effectivement, on va au-devant de clivages qui peuvent produire des résultats, à mon avis, très, très négatifs.